Peut-être que ce sera dur, mais on va en tirer de belles choses. Les grandes civilisations que nous admirons, l'Égypte, enfin la Mésopotamie, enfin toutes les grandes civilisations, ont été désastreuses. Si t'es encore à penser que Pierre Rabhi c'est un discours d'écolo de l'Ardèche, anti-pesticides, mangeur de graines, laisse-moi te dire que ça va beaucoup plus loin. Pierre Rabhi le dit lui-même, il partage ce qu'il voit. D'une part, on a le malheur de savoir que nous allons mourir. Alors, est-ce que c'est le malheur ou le bonheur? Je crois que c'est à la source d'énormément d'angoisse. Et comment gérer cette angoisse? Voilà. Et donc on passe son temps à imaginer un autre monde, la prolongation. Certes, mon corps va mourir, mais moi je vais me prolonger ailleurs. Je n'en sais rien. Et souvent, c'est pour pointer les travers humains. Quand on dit par exemple que nous nous comportons comme des animaux de la jungle, c'est pas vrai. Parce que je dis souvent non, parce que nous ne sommes pas dans la prédation et le gaspillage. Nous sommes, nous, dans la prédation et l'animal ne l'est pas. Quand un lion mange une antilope, il digère son antilope. Mais il n'a pas de banque d'antilopes ni d'entrepôt d'antilopes pour vendre aux copains. C'est-à-dire le prélèvement en tant que tel est sobre parce que ce prélèvement, il est juste. Je prends ce qui m'est nécessaire pour vivre. Je ne peux pas ne pas manger. En somme, il nous met sous les yeux une sélection de ce qui ne va pas. Et aujourd'hui, paradoxalement, les paysans qui sont les nourriciers, ce sont eux qui souffrent le plus de la famine. Ça peut secouer, mais si ces alertes devenaient une opportunité, et on n'y pense pas assez, mais des opportunités pour ta créativité. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de comment Pierre Rabhi peut nourrir tes créations. La notion qui m'a le plus touché chez Pierre Rabhi, je pense que c'est celle de faire valoir. Un faire valoir, qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui va faire valoir quelqu'un ou quelque chose. On va le retrouver par exemple dans les scénarios, dans les profils de personnages secondaires qui vont mettre en avant un personnage principal. Mais il n'y a pas que ça. Jusqu'à encore récemment, quand on mettait à disposition une parcelle pour un paysan, eh bien ça s'appelait un faire-valoir. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette notion que lui, en allant la cultiver, allait générer de la valeur. Tu vois l'idée? En gros, pendant la culture, on en tire de la valeur et après, on la récupère encore en meilleur état que ce qu'elle n'était à l'origine. Comment est-ce que je peux travailler la terre pour me nourrir ma famille, sans détériorer, sans dégrader, mais au contraire, en améliorant, pour remettre à mes descendants une terre non pas ruinée, mais une terre vivante. Et ce qui est intéressant, c'est que ce faire-valoir peut s'appliquer à absolument tout dans la vie. Tu laisses un endroit plus propre que tu l'as trouvé. Tu dis une parole gentille à quelqu'un que tu rencontres à la boulangerie. Tu écris et les personnes qui le lisent en ressortent encore plus nourries. On régénère les sols, on les enrichit et le père travaille pour son fils. C'est-à-dire que tout le travail qu'il fait, c'est pas épuisé, c'est au contraire augmenter les potentialités et je remets à mes enfants une terre meilleure que je ne l'ai reçue. Et je pense que la création, c'est exactement ça. Elle a un potentiel de répercussion. Pourquoi? Parce qu'une personne qui va voir ce que tu as créé, imaginons ton écrit, quand elle va le lire, son état va changer, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Alors je t'invite à te demander, dans quelle direction est-ce que tu as envie que celui-ci change? Mais je crois que cette parole fondamentale qui se résume à l'amour, 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 toujours. Et même vos ennemis. Mais c'est le cœur même de... Pour moi, c'est la vérité absolue. Voilà. Si on arrive à cet amour-là, parce que si on revient avec nos interprétations, nos théologies, nos églises, nos machins et nos trucs, c'est de nouveau la bagarre. Et c'est pas du tout ce qui a été demandé. L'amour, c'est tout. Pour rester dans l'exemple de l'écrit, on le sait, ça a cette capacité à créer le trouble, à empoisonner les opinions, ou alors celle de valoriser, celle de pouvoir faire s'épanouir, celle de pouvoir inspirer, de pouvoir en ressortir nourri. Alors quelle direction est-ce que toi tu as choisi? Et comment tu veux que se sentent les personnes qui vont te lire? Cette notion de faire valoir, c'est bien, mais là, il va nous donner une piste pour nous aider à encore mieux l'appliquer. Sentir au-delà d'une simple perception, disons, de l'imagination ou du cerveau, en nous-mêmes, profondément en nous-mêmes, combien tout est sacré. Et que nous sommes nous-mêmes dans un univers sacré. Et que, par conséquent, transgresser
ou polluer et détruire, c'est évidemment tout à fait le contraire de ce que l'être humain devrait, de la position qu'il devrait avoir s'il est véritablement conscient que tout est sacré. Et parfois c'est caché dans ses discours, mais il nous explique aussi par où commencer. Mais si on prend du recul, qu'est-ce que fait Pierre Rabhi? Il pointe des problèmes. Pourquoi on accumule? C'est parce qu'on a peur, c'est tout. Si on n'a pas peur, on a ce qu'il faut. Nous, c'est ce que nous avons choisi ici. On nous disait, mais ici, vous ne vivrez jamais, bon, c'est une petite ferme, un petit lieu, etc., etc. Non, on vivra, et on a vécu. Et il fait un lien. Est-ce que ces problèmes qu'on voit à l'extérieur ne sont pas des répercussions de ce qu'on a à l'intérieur? Ce qu'il faut, basiquement, c'est quoi? Se nourrir, être vêtu, c'est être abrité et soigné. Ça, c'est les 4 éléments dont on a absolument besoin et qui sont incontournables. Après, ce n'est que du superflu. Donc le problème, c'est que le superflu prend beaucoup d'importance, parce que le superflu devient compensatoire, en quelque sorte, de la détresse que produit l'abondance. C'est pour ça que j'insiste sur le fait de la transformation humaine. Et ce qui est chouette, c'est le pendant beaucoup plus simple, beaucoup plus évident pour résoudre ces problèmes, celui de revenir à la base, se questionner sur la joie, le bonheur, l'amour. Disons déjà ce que j'ai. Déjà, je mange à ma faim. Et il y a mes frères et sœurs humains qui, eux, un bol de riz, c'est un problème. Donc je mange à ma faim. Je suis vêtu. Si je suis malade, je suis soigné, je me soigne. J'ai tous les éléments d'une vie d'équilibre. Et voilà, tu pas que ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce qui cloche? Pourquoi ne sommes-nous pas heureux malgré tous les attributs qui devraient nous rendre heureux? Eh bien, c'est que quelque chose se passe plus en profondeur. Et si on ne travaille pas dans ce plus en profondeur, on pourra avoir tout ce qu'on voudra, on changer de bagnole tous les mois, tous les jours, comment dire, la difficulté demeure. Mais alors concrètement, comment est-ce que l'on arrive à cet état? C'est quelque chose que l'on remarque toujours chez les personnes inspirantes, elles ont une vision, elles connaissent leurs valeurs et elles les appliquent. Je dis souvent dans mes conférences, la modernité est censée libérer l'être humain, mais en fait, on voit bien que l'itinéraire d'un être humain dans la modernité, de la maternelle jusqu'à l'université, il est enfermé. Ensuite, tout le monde travaille dans des boîtes, des grandes, des petites boîtes. Même pour s'amuser, on va en boîte. Alors, vous voyez, et on y va dans sa caisse, bien sûr. Et puis, vous avez la boîte à vieux en attendant la dernière boîte. Comme itinéraire d'existence, je ne peux pas dire que ça soit très libérateur. Pour arriver à mieux cerner ces valeurs, tu peux simplement te demander qu'est-ce qui est important pour toi. Qu'est-ce qui te fait vibrer plus haut? Qu'est-ce qui te met en joie dans la vie? Et vibrer plus haut, être en joie, toujours combiné avec cette notion de satisfaction. Pourquoi? Parce que si tu n'es jamais satisfait, en quelque sorte, ça mouline en permanence et résultat, ça aboutit juste à te cramer. Je crois qu'aujourd'hui, il y a à reprendre complètement l'humain lui-même qui, lui, est source des problèmes. C'est nous qui sommes la source du problème, c'est pas ailleurs. Voilà. Donc si nous ne reprenons pas les choses par la source du problème, d'où l'éducation qui est importante, l'éducation devrait préparer à partir des enfants des êtres humains solidaires et non pas des êtres humains compétitifs. J'aime bien cette manière dont il nous propose de reprendre les choses en main. Je trouve ça stimulant parce que c'est positif, c'est autonomisant, ça invite à prendre ses responsabilités en commençant par cette base de connaître ses valeurs et vivre en cohérence avec celles-ci. Et il s'agirait de pas le manquer, il a un plan à nous proposer. Je crois que rien ne marchera si je ne pars pas de moi-même. Rien ne marchera. Parce que je peux bouffer bio, recycler mon eau et exploiter mon prochain. Je veux dire, le problème, c'est pas de dire les représentants, etc. J'y crois qu'à moitié à ces choses-là, moi. Non, je pense qu'on a une responsabilité individuelle de savoir, moi, là où je suis, avec ma famille, avec mes proches, dans mon comportement vis-à-vis des autres, est-ce que je suis cohérent entre cette aspiration à la paix que je construis dans la relation, par la relation et à travers la relation, ou est-ce que je suis dans une théorie générale qui me dédouane finalement de voir les réalités
de près. Et je peux aller manifester et revenir chez moi et empoisonner la vie de tous ceux qui m'entourent. Donc le problème aujourd'hui, c'est moi, est-ce que je suis conscient qu'il faut que je change pour que le monde change? Et là, c'est fort, alors qu'on a déjà tout. Finalement, on peut se demander, mais vraiment, qu'est-ce qui manque? Donc tout est relatif. Et le problème aujourd'hui, c'est que notre système donne peu d'importance, trop peu d'importance à l'indispensable. Et on en revient là. Comment, toi, est-ce que tu veux te positionner? Est-ce que tu veux donner dans cette insatiabilité? Ou alors est-ce que tu veux contempler, créer, être toi-même un faire-valoir? Quand je dis ça, je ne suis pas pour autant désespéré, parce que mon langage pourrait laisser à croire, mais ce pauvre type, il a vraiment, il n'a pas le moral, il est complètement... Non, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire qu'à un certain moment, vous voyez objectivement les choses et vous prenez votre parti. Moi, mon parti, c'est le parti de la vie. Et jusqu'au bout. Même si à l'évidence, on est vaincu, ben non. Je continue jusqu'au bout. On va s'arrêter 2 secondes sur ce terme de sobriété. En fait, ça fait directement écho à l'autre partie de son discours, qui est son écologie intérieure. Et en somme, quand on va jusqu'au bout, en fait, on voit que cette sobriété, elle amène la sérénité. Et qu'est-ce que ça veut dire, la sérénité? Eh bien, c'est le moment où on a mis l'insatiabilité, toutes les perturbations de côté, et résultat, on a davantage accès à cette joie, à ce bonheur, à cet amour, on est capable de le pratiquer. Et est-ce que tu as remarqué, en fait, souvent, il se passe un truc assez particulier quand on est dans cet état. On a accès à davantage d'énergie et aussi à plus de temps. Après l'avoir éprouvé, on s'est rendu compte qu'on arrivait à dégager du temps pour faire de la musique. Nous sommes tous musiciens, que nous avons pu avoir des activités qui ne soient pas simplement professionnelles, mais qui puissent être des activités d'accomplissement de soi. Bah oui, parce qu'il y avait un blabla, il y avait une sorte de course à aller chercher quelque chose que finalement on n'atteignait jamais, qui ne nous donnait jamais la satisfaction, et résultat, on finissait juste par se cramer sans atteindre vraiment notre objectif, et sans avoir non plus suffisamment de temps et d'énergie. Et si je reviens, disons, à la réalité du monde d'aujourd'hui, eh bien on se rend compte qu'il y a une aliénation humaine patente, dans le sens où on ne prend pas, où, au lieu de dire l'humain et la nature au cœur, et on organise la société, mais en nourrissant l'humain, pas seulement de pain. L'homme ne vit pas que de pain. Il vit aussi de la beauté des choses, il vit aussi de la nature, il vit aussi de ce que lui donne la nature dans son miracle, sa beauté et son miracle extraordinaire. Là, je vais te proposer un peu de technique. Quand on regarde les conférences de Pierre Rabhi, en fait, on remarque qu'il se répète beaucoup. J'ai pas eu à chercher pour trouver des anecdotes qui se répétaient d'une conférence à l'autre. Comme à l'époque, il n'y avait pas de tronçonneuse, donc se donner des coups de main avec un ami. Voilà, je lui donnais le coup de main, il préparait son bois pour l'hiver, il venait me donner le coup de main pour préparer mon bois pour l'hiver. Et du coup, on travaille gentiment, en écoutant les oiseaux, en pleine forêt, comme ça. Et puis, la journée s'achève, on est un peu fatigué, mais heureux. Bon, le travail, manifestement, on a bien travaillé. Et puis, avec un coucher de soleil absolument splendide, dans toutes les couleurs imaginables, avec ces couleurs vivantes, c'est pas simplement figé, c'est-à-dire qu'ils changent. Et il se trouve que sur ce panorama absolument extraordinaire se découpait un arbre dénudé, parce que c'était l'automne très avancé, et qui faisait une fresque, mais splendide. Et j'étais en extase devant cette vision-là. Et complètement en extase. Et mon ami se demande pourquoi je suis silencieux. Il s'approche de moi, je le prends par la main, et je lui dis « Regarde !» Il me dit « Il y a au moins 10 stères. » Donc, voilà où nous en sommes. Et même... Une personne mal intentionnée dirait qu'il se moque de nous, ou alors qu'il manque d'originalité. Mais en réalité,
Pas du tout. Toutes les personnes qui font des conférences ou ont l'habitude des interviews font ça. J'ai partagé récemment une vidéo sur Sylvain Tesson et il fait exactement pareil. Et en fait, la raison est assez simple, c'est que ça donne de la solidité à leur discours. Et en fait, ces répétitions, eh bien, elles agissent comme un refuge tout au long d'un chemin de montagne. Et ça aide à plusieurs choses. En fait, ça aide à la fois à structurer un discours. Et quand tu regardes de près, en fait, tu te rends compte qu'un discours comme celui de Pierre Rabhi, c'est presque toujours ça. En fait, aller d'un refuge à un autre, aller d'une anecdote à une autre. Et ça, c'est quelque chose que tu peux faire en partant de cette base tout simple de ok, il y a un message qui te tient à cœur, tu as envie de le partager. Tu sais que donc tu vas avoir tes auditeurs, tes lecteurs à un point A. Maintenant, où est-ce que tu veux les emmener? Quel sera ton point B? Comment tu peux te servir d'anecdotes pour leur faire vivre un trajet qui va être structuré et agréable? Qui a dit que le spirituel c'était quelque chose d'abstrait? Ça peut commencer ici et en dur. Je peux être un agroécologiste en me disant je produirai beaucoup de fruits, beaucoup de trucs, je vais me faire du fric. Ou bien je vais au contraire observer les phénomènes de la vie, je vais en quelque sorte tirer ma survie de cette énergie-là et de cette créativité qui est dans la nature, et en même temps je vais régénérer la terre que j'ai, c'est ce que nous avons fait ici, terre aride, personne n'en voulait, on en a fait une terre fertile, et puis transmettre évidemment ce patrimoine vivant. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on rentre dans une démarche sacrée. Et la création, la contemplation sont un excellent outil pour le pratiquer. Développer l'art d'aimer. C'est ça qu'il faut développer, c'est pas autre chose. Tout le reste, c'est de la foutaise. Et donc développer cet art d'aimer, ça ne veut pas dire je t'aime, et puis ensuite c'est le tribunal pour savoir qui garde les enfants. C'est pas du tout dans ce sens-là. C'est comment finalement aimer, mais aimer l'être, aimer la terre, aimer la nature, aimer les arbres, aimer les oiseaux, aimer tout ça. C'est-à-dire l'amour dans son acception la plus large. C'est-à-dire comment développer en nous cet enchantement. Si tu as des rêves, est-ce que tu t'es déjà vraiment laissé passionner par eux? Est-ce que tu les as déjà réellement mis en pratique? Vous savez, quand on dit à quelqu'un c'est un utopiste, c'est qu'il est barjot, quoi, il est irréaliste. Ben non, heureusement qu'il y a des utopistes, parce que s'il n'y avait pas d'utopistes, la société n'évoluerait pas. Elle évolue par les fous, la société. Elle n'évolue pas par les gens raisonnables, qui ne veulent rien changer, qui ne veulent rien tenter, parce qu'il ne faut prendre aucun risque. Ben non, c'est parce que des gens qui prennent des risques que la société évolue. C'est pas par des gens sages, vous voyez. Donc il y a cette révolte, mais c'est toujours fondamentalement dans la paix. D'où l'intérêt de rêver et de se laisser passionner. Aujourd'hui, nous souffrons beaucoup d'une civilisation hors sol qui a mis les êtres humains concentrés et nombreux dans la matière minérale, or loin du fondement de la vie, ce qui a amené une pensée confinée. Ça ne peut pas générer autre chose, parce que c'est la vision qui donne la pensée. C'est ce que nous ressentons. Donc on a une pensée confinée et la nature semble exclue. On parle des objectifs SMART, mesurables, quantifiés, mais je pense que dans le lot, c'est important d'avoir quelque chose qui nous dépasse complètement. Selon moi, c'est ça, avoir une vision, c'est ça qui permet de tracer un sillon que l'on n'arrive même pas à conscientiser, mais qui va nous amener jusqu'à cette transformation, jusqu'à cet objectif qu'on arrive à imaginer, mais on ne sait pas encore exactement consciemment comment on va y arriver. Et ça peut être cet objectif d'être serein, d'avoir accès à la joie, de juste demander, ok, comment est-ce que je dois être pour avoir accès à ça? Et laisser faire les choses pour qu'à un moment, le sillon se trace. Et en parallèle, bien concrètement, tu peux te demander qu'est-ce que tu aimes, quels sont les talents que tu veux développer et l'utiliser pour servir tes valeurs. Je m'exprime pas trop mal selon l'opinion des gens et j'écris pas trop mal selon l'opinion des gens. Donc je vais utiliser ces facultés-là pour servir les valeurs qui me tiennent à cœur. Tu l'auras compris, ça se passe là, sous nos yeux. C'est le moment d'aller chercher cette sérénité et ensuite de partir sur cette base pour créer.